Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Lim Hang Nok. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, économiste et membre de la France Insoumise. Alors, vous faites partie ou pas, je voulais savoir, de ceux qui sont convaincus que le Conseil constitutionnel va retoquer certains projets du gouvernement, notamment, pourquoi pas, la taxe d'habitation pour 80% des Français qui sera supprimée dès l'année prochaine. On sait qu'il y a beaucoup de sénateurs qui veulent discuter, enfin en tout cas contester auprès de la Cour constitutionnelle sur le sujet au motif de rupture, j'y vais y arriver, d'égalité devant l'impôt. C'est ça que je voulais dire. Le Conseil constitutionnel a pris des décisions qui n'étaient pas toujours neutres. Si vous prenez la création de la CSG, a priori, elle n'est pas constitutionnelle parce que la CSG est un impôt qui n'est pas familialisé, alors que l'impôt sur le revenu est familialisé. Or, la CSG a été autorisée. Et lorsqu'il s'est agi de rendre la CSG progressive sous Jospin, par exemple, le Conseil constitutionnel a retoqué ça. Ouais. À partir d'un argument qui aurait pu être utilisé pour interdire la CSG au moment de sa création. Donc vous voyez que... Donc en fonction de ses membres, en fonction de... On peut avoir des surprises, c'est ça les membres du Conseil constitutionnel, en grande partie, sont composés de gens qui viennent du milieu politique et qui prennent des décisions par conséquent en fonction de, donc, mais en tout cas, votre de sentiment, leur bonne conscience, on va dire. Votre sentiment, c'est que ça passera ou ça sera retoqué? Et au-delà même de la taxe d'habitation, qu'est-ce qui, dans le projet de budget, pourrait être retoqué par les sages de la Rocambon? Beaucoup de choses se décident en coulisses. Beaucoup de choses se décident en coulisses. Je ne sais pas quelles seront les discussions qu'auront les uns et les autres en coulisses avec l'exécutif, parce qu'on ne va pas faire les hypocrites. Tous ces gens-là se rencontrent. D'accord, donc ça reste très aléatoire, ça que vous me dites. Donc ça risque de ne pas être retoqué, même si ce qu'a dit Xavier Timbaud est parfaitement juste. Alors, ça n'échappe à personne, l'économie française passe à la vitesse supérieure maintenant depuis le printemps. On a encore eu des indices de confiance très très forts délivrés par l'INSEE, le moral des chefs d'entreprise. Est-ce que pour vous, tous les clignotants, en dehors du chômage évidemment, sont dans le vert? Et dit autrement, en complément, est-ce que cette reprise, elle est durable en France? Il y a une reprise qui est due au fait que l'alignement des astres est bon, comme on dit. Un prix du pétrole pas trop élevé, des taux d'intérêt à leur plus bas historique. Et puis une conjoncture mondiale aussi qui est bonne. On est tiré par les vents Absolument, des États-Unis qui sont en plein emploi. Bon, c'est des facteurs très keynésiens tout ça. Ce n'est pas les politiques de l'offre qui font qu'il y a une reprise. Et si vous regardez de près les causes de la légère reprise de l'investissement depuis 2 ans, vous vous rendez compte qu'il y a 2 facteurs. Le premier, c'est la mesure de suramortissement qui n'existe plus depuis avril dernier déjà. Donc ça a boosté l'investissement beaucoup plus que le CICE, d'après toutes les enquêtes qui existent. Et puis le deuxième facteur sur lequel on peut mettre l'accent dans les mois récents, c'est que les entreprises ont reconstitué leur stock. Et c'est cette reconstitution des stocks qui fait que l'investissement a repris. Mais une fois reconstitué, vous allez voir que les facteurs qui peuvent pousser les entreprises à investir sont pas donc la reprise, forcément vous écoutez, positifs. la reprise française, elle est fragile, c'est ça? Oui, elle est extrêmement fragile, cette reprise. Parce que trop tirée par l'extérieur, parce que pas assez de... Pourtant la consommation tient à peu près en France. Là, oui, elle tient, c'est un des facteurs qui tient, mais il ne faudrait pas que les mesures qui sont prises par l'actuel gouvernement la plombent. Vous pensez à quoi, la hausse de la CSG? La hausse de la CSG, et puis il faudra faire le compte au bout entre ce qui a été promis. On peut imaginer qu'il y a beaucoup de baisses d'impôts. Oui, mais c'est des baisses d'impôts qui sont ciblées sur des catégories à forte propension à épargner, puisque c'est les 1% les plus aisés qui vont en profiter. Alors ceux d'en bas de la cordée, comme on dit, vont profiter sans doute de la baisse de la taxe d'habitation, de la suppression de la taxe d'habitation. Mais vous avez d'autres mesures qui vont compenser ça. Si la qualité des services publics locaux se dégrade, c'est du pouvoir d'achat en moins, c'est des dépenses de transfert en moins pour ces catégories. Donc le solde risque d'être nul, voire négatif au bout du compte. Il y a ce paradoxe, sinon, quand on regarde le taux de chômage en France, on dit que tous les clignotants sont au vert, sauf évidemment le taux de chômage.
hausse de 0,2 points, nous a dit récemment l'INSEE, à 9,4%. Et dans les enquêtes d'opinion, les entreprises nous disent avoir des problèmes, du mal à recruter. Comment est-ce que c'est possible quand on a 9,4% de chômage? Comment vous expliquez ce paradoxe? Certains disent que problème de formation d'adéquation entre les offres d'emploi et la qualification et l'employabilité de ceux qui postulent. Les emplois vacants en France, c'est 300 000. Depuis un petit moment. Vous avez 300 000 emplois vacants. Mais oui, ça ne date pas d'hier. On aurait pu dire la même chose il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Ça ne couvre pas l'ensemble des chômeurs. Vous avez, et donc, comment vous avez 6 millions de demandeurs d'emploi, toutes catégories. Catégorie ABC, vous en avez 3,5 millions. Mais emploi vacant, ça ne veut pas dire pour autant, là on parle encore une fois d'entreprises qui cherchent à recruter, mais qui se disent je ne trouve pas le bon profil par rapport au job que je propose. Oui, mais ça c'est des secteurs, les secteurs qu'on connaît. Bâtiment, restauration, bon, mais c'est pas ça c'est pas parce que vous créerez des emplois dans ces secteurs-là, enfin que vous allez adapter la main-d'œuvre dans ces secteurs-là, que vous allez régler massivement le problème du chômage. Vous avez 6 millions de demandeurs d'emploi dans ce pays. Donc quand on a un discours par exemple sur les 500 000 personnes qu'on met en formation dans les secteurs innovants et que les secteurs innovants ne créent pas d'emploi, le vrai sujet il est là. Le vrai sujet apparemment, le gouvernement s'y attelle, c'est d'avoir une formation professionnelle plus près du terrain pour pouvoir choisir vraiment les bons enseignements en adéquation avec les besoins locaux en fonction des offres d'emploi locales. Ben oui, mais il n'y en a pas des offres d'emploi locales dans les secteurs dits innovants sur lesquels pas seulement innovants d'ailleurs, pas seulement innovants. Dans tous les secteurs qui recrutent localement. Oui, mais écoutez, demandez aux 500 000 personnes qu'on a mis en formation si elles ont retrouvé des emplois. Le problème, il est là, c'est que l'économie française ne crée pas suffisamment d'emplois. Et pourtant, on n'en a jamais autant créé, 220 000, je crois, sur un an. Emplois privés créés, on n'a jamais autant créé depuis 10 ans. C'est la reprise, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous avez des facteurs de reprise qui sont des facteurs liés à la demande, qui sont très fragiles parce que la zone euro aujourd'hui ne soutient pas suffisamment sa demande et toutes les politiques de consolidation budgétaire vont à l'encontre de ce qu'il faudrait faire aujourd'hui. Et donc le vrai sujet, il est là. Le vrai sujet, c'est vrai, il faut prendre le temps, vous avez raison, Lynn, il faut qu'on s'y arrête. D'ailleurs, l'inflation, on voit bien, ne revient pas dans le monde, globalement, ni aux États-Unis, ni en zone euro, ni en France. En France, on est 1,2 ou quelque chose, je crois, en rythme annuel. Les hausses de salaire, c'est ça derrière, qui sont évidemment faibles. Est-ce qu'il faut songer à un coup de pouce au salaire? Alors, évidemment, pas seulement en France. Si on fait ça tout seul, on sait parfaitement ce qui va se passer, mais de manière concertée. Est-ce qu'on peut imaginer que de manière coordonnée en Europe? On sait que la Commission européenne récemment a parlé de cette idée d'avoir des salaires qui se tiennent mieux et qui augmentent. Comment on peut y arriver à ça? Parce qu'on se dit qu'on voit mal tout le monde se mettre autour de la table. Parce qu'on ne peut pas faire ça tout seul dans notre coin. Mais il y a un tabou aujourd'hui sur les salaires dans tous les pays européens parce que la stratégie macroéconomique de la zone euro, c'est une stratégie dite de dévaluation interne. C'est-à-dire que quand il y a un déséquilibre dans un pays, on lui demande de s'ajuster par les fameuses réformes structurelles du marché du travail qui ont pour effet de modérer les salaires. Si bien qu'aujourd'hui, si tout le monde fait de la consolidation budgétaire et si tout le monde fait de la réforme structurelle sur le marché du travail, vous avez une compression de la dépense en Europe. Et la tendance à la déflation... On a quand même 2,2% de croissance en zone euro. Oui, mais parce que vous avez une reprise qui est tirée par les facteurs que j'indiquais tout à l'heure. Mais ce que craignait la BCE jusqu'à il y a peu de temps, c'était une déflation au sens où vous n'avez pas assez de demande, justement parce que, à force de faire de l'austérité budgétaire et salariale, vous avez une demande qui est inférieure à l'offre. D'autant que quand on pose la question aux chefs d'entreprise, ce qui les empêche de produire plus ou d'investir plus, la première cause, c'est souvent justement le manque de demande. Donc on peut dire que ça a du sens d'un côté d'avoir une hausse généralisée en Europe des salaires, et en même temps on sait que le risque pour la France, c'est que cette consommation supplémentaire, cette demande supplémentaire, comme à chaque fois avec qui elle profite, vous le savez parfaitement, on est bien documenté là-dessus, aux entreprises supplémentaires. Patrick Artus a chiffré que pour 1 euro de consommation supplémentaire, c'est 80%, enfin 80 centimes d'importation en plus. Donc on creuse notre balance commerciale qui est déjà, je ne sais pas, 50 milliards, enfin 65 milliards en fin d'année. On devrait finir sur ce chiffre-là. Nous avons, comment on en sort dans le chiffrage de notre programme à la France Insoumise, on a repris des hypothèses de multiplicateurs raisonnables. J'ai eu cette discussion, je me rappelle, avec Jacques Généreux, pendant la campagne.
oui, enfin, vous avez eu cette discussion, mais le FMI a lui-même révisé ses multiplicateurs pour la zone euro et la Commission également. Et s'agissant du cas français, on reconnaît aujourd'hui que le multiplicateur, mais vous demanderez à Timbaud de l'OFCE, il vous le confirmera. Rappeler ce que c'est que le multiplicateur. Le multiplicateur, c'est l'impact d'une dépense publique sur le PIB. C'est combien, quand vous mettez 1 euro, le PIB augmente. Donc on est à 1,5 d'après l'OFCE, c'est-à-dire quand vous mettez 1 euro, vous avez 1,5 € de PIB en plus. Donc ça veut bien dire que... Mais ça serait si en France ça marchait si bien les dépenses publiques, puisqu'on a 57% de dépenses publiques, on irait très bien, vu le montant qu'on a de dépenses publiques. C'est quand même ça qui soutient la reprise et qui fait que l'économie française continue à tourner, qui fait que la consommation, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, continue à tenir quand même l'économie française. Donc si vous avez un multiplicateur positif, et a fortiori supérieur à 1, ça veut dire que tout ne va pas dans les importations. Ça veut dire que l'effet sur la croissance de votre pays, d'une évolution de la dépense, il est positif. Et entre 2016 et 2017, la balance commerciale française était de 48 milliards d'euros déficitaire. Elle va passer en 2017 à 65 milliards. On voit bien qu'il y a un problème. Oui, ça ne vous dérange pas, vous, qu'on ait 70 milliards d'euros de déficit commercial? Il y a un problème qui est lié au fait que les marges que réalisent aujourd'hui les entreprises sont distribuées à 80% après amortissement sous forme de dividendes et n'alimentent pas l'investissement. Le vrai sujet, il est là. Quand je dis la demande, c'est pas que la consommation. Il y a trop de dividendes au détriment des salaires, c'est ça le raisonnement? Non, c'est pas ça, au détriment de l'investissement. Quand je dis il n'y a pas assez de demande, tout le monde pense à la consommation, mais la demande, c'est consommation plus investissement. Le vrai problème de l'économie française, c'est l'investissement, c'est la dépense d'investissement des entreprises, la demande de biens d'équipement, c'est ça. C'est le fait qu'elles n'utilisent pas les profits qu'elles réalisent. Et pourtant, les marges, effectivement, sont au plus haut depuis 10 ans quasiment. Oui, mais pour acheter des biens d'équipement, pour investir. Pourquoi? Parce que le coût du dédommagement des actionnaire est trop important. Ce que les économistes appellent le coût du capital aujourd'hui. Les actionnaires français réclament beaucoup trop de dividendes. Regardez, prenez l'épisode des difficultés de M. Drahi, par exemple. Monsieur Drahi, pas Draghi. Drahi, aujourd'hui... Même s'il y a des liens entre les deux, puisque avec des taux très très bas, une entreprise peut beaucoup s'endetter. Lui, il s'endette pour verser des dividendes. Et le vrai sujet, il est là. Même pour rembourser surtout la dette colossale du groupe. C'est la dette, parce qu'il est sur une stratégie quand même assez aventureuse de financement c'est pas le fait, il y en a beaucoup d'autres aussi. Puis, il y a beaucoup de boîtes qui sont créées à coût d'acquisition financées par de la dette pas chère. Tant qu'on rembourse ces échéances, c'est le principe du capitalisme financier, et en plus d'utiliser des produits exotiques comme les LBO, parce que ça permet... c'est pas exotique. Pourquoi exotique? Si, ça permet... C'est très connoté de dire ça. Absolument, je le fais exprès. Je fais exprès. Mais quand un particulier emprunte pour acheter sa maison, il met de la dette, après il rembourse. Oui, mais on n'est pas aux États-Unis, il fait rarement du crédit hypothécaire, si vous voulez. Le LBO, c'est le crédit hypothécaire des grandes entreprises qui... Bon, mais là, pour revenir à cette histoire de dividendes, oui, il y a un vrai sujet, c'est qu'on distribue beaucoup trop de dividendes. Et la politique fiscale du gouvernement est très aventureuse parce qu'elle va encourager encore plus l'accumulation de la rente et le fait que... au détriment de l'investissement. Oui, que les holdings familiales dans les grandes entreprises françaises vont avoir intérêt à demander des dividendes. Il n'y a pas de holding familial partout non plus. Il n'y a pas de holding familial partout. Oui, mais si vous prenez les noyaux durs des grandes entreprises côté françaises aujourd'hui... Pensez à qui? Donnez des noms, c'est pas grave. Non, mais vous prenez les 500 premières fortunes de France, vous prenez le classement de la revue Challenge, vous prenez, c'est public, ce sont eux qui tiennent les rênes des noyaux durs des entreprises françaises. Donc c'est un capitalisme familial, qui est un capitalisme aujourd'hui en grande partie tenu par des rentiers, qui prennent des dividendes au lieu d'investir. Et le vrai sujet est là. Et même des gens qui ne sont pas rentiers. Je prenais M. Drahi à dessein, parce que lui, ce n'est pas un héritier. Lui, pour rentrer dans cette famille du capitalisme français, il joue le jeu dangereux de l'endettement, très précisément, pour jouer sur les effets de levier et distribuer lui-même des dividendes aux actionnaires qui cherchent à convaincre. Donc là, il y a un vrai problème dans le capitalisme français aujourd'hui, c'est que c'est un capitalisme où la part de la rente est trop importante. Et c'est un capitalisme qui n'investit pas, qui ne prend pas de risques. Bon. Il nous reste quelques instants, Limang Nox, juste samedi à Clermont-Ferrand, il y avait Jean-Luc Mélenchon, que vous soutenez toujours, qui a tenté de relancer la France insoumise lors de sa convention nationale. Deux questions, comment vous expliquez sa chute récente dans les sondages à titre personnel? Est-ce qu'il paye l'échec du mouvement social qu'il voulait mener contre le gouvernement, qu'il n'a pas réussi vraiment à mener? Et deuxième question, comment est-ce qu'on donne un nouveau souffle au mouvement?
si vous prenez les 36% qui le soutiennent dans les sondages... Mais en baisse, qui est en baisse, c'est 36%, mais qui est en baisse. C'est une baisse de 3 points. Moi, si on fait 36% aux européennes, je suis ravi. C'est ça, les européennes, c'est le prochain objectif, les européennes? On se met en ordre de bataille, c'est ça? Entre les Comment on redonne un nouveau souffle au parti, entre les européennes et maintenant, il y aura 3 campagnes qui vont mobiliser les militants et les Français, qui sont une campagne sur la sortie du nucléaire, une campagne contre l'évasion et la fraude fiscale et une campagne pour la lutte contre la pauvreté. Donc ça va mobiliser les insoumis et les citoyens français et français qui nous suivent de près. Et puis les européennes, oui, effectivement, ça sera un moment important parce qu'on va voir que le paysage politique finira de se recomposer autour d'un pôle libéral, autour de M. Macron, autour d'un pôle cherchant à fédérer le peuple, comme on dit, qui est la France insoumise, qui va prendre la place de l'ancienne gauche, on va dire, et puis un pôle très à droite avec Wauquiez et le Front National à côté. Bon, voilà. Avant de se quitter, juste, Jean-Luc Mélenchon a évoqué lors de cette convention la prochaine crise financière comparable à celle de 2008. J'ai envie de vous entendre là-dessus, m'en dire plus. Quand, d'où elle va surgir, hein? Parce qu'une phrase comme ça, c'est pas anodin quand même de parler de la prochaine crise financière comparable à celle de 2008. Si vous distribuez les profits que vous réalisez sous forme de dividendes et que les dividendes alimentent pas l'économie réelle parce que ça va ni dans la consommation ni dans l'investissement, les gestionnaires de patrimoine placent ça sur les marchés et diversifient les portefeuilles. Donc il y a bien un des marchés sur lesquels ces portefeuilles sont placés qui forme une bulle au bout du compte qui va éclater. Alors mais vous savez que les bulles boursières, il y en a régulièrement. La crise de 2008 n'était pas une crise boursière, c'était une crise encore une fois de l'endettement, une crise bancaire, mais une crise de type boursière, on en a eu en 2001, on s'en est remis. Enfin, je veux dire, ça fait partie des cycles aussi. Hein. Oui, mais vous n'avez pas que les crises boursières classiques, vous avez aussi... Mais il parle de ça, il parle d'une prochaine crise financière comparable à celle de 2008. J'avais juste envie d'avoir plus d'informations qu'une phrase lancée comme ça en pâture en haut d'une estrade. 2008, ça procède de... Vous le conseillez, c'est pour ça. Non, mais 2008, ça procède du fait que les dérivés contenant du subprime sont devenus des produits toxiques. Il n'est pas exclu que certains LBO... Depuis, ça a été régulé, réglementé. Oui, mais il n'est pas... Vous plaisantez ou quoi? On a réautorisé la titrisation et on a fait la promotion au Parlement européen. Vous savez que la titrisation, c'est comme le cholestérol, il y a la bonne et la mauvaise, tout dépend ce qu'on met dedans. Si on met des trucs pourris, évidemment. Oui, mais on n'a pas tiré les leçons de la crise. Et moi, quand je vous parle des LBO, c'est quand même des produits qui peuvent être toxiques assez rapidement, ces affaires-là. Donc, si, encore une fois, l'entreprise n'arrive pas à rembourser le crédit, tant qu'elle peut rembourser. Oui, mais ça... Bon, vous reviendrez, on en reparlera une prochaine fois, on reparlera de ça parce que là c'est un autre sujet et c'est long et c'est intéressant. En tout cas, merci d'avoir été notre invité. Lee Mong-nok, économiste et membre de la France Insoumise, était aujourd'hui notre invité, votre invité dans la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci à vous.